nous sommes venus à la croisée des chemins. Parce qu'on va à une élection présidentielle. Le président de la République que nous allons élire va décider du sort et de l'orientation de notre pays sur cette année. Et donc, il vaut mieux s'assurer d'abord de voir les idées de ceux qui prétendent nous gouverner. Renan dit que ce sont les idées qui gouvernent les victoires et les actes. Ce sont les idées qui nous conduisent d'abord dans les victoires et qui nous conduisent dans les actes. Remarque que, en parenthèse, à la majorité présidentielle, on dit qu'il n'y a pas d'idées et qu'il ne devrait pas avoir d'idées. On dit qu'il n'y a pas d'idées et qu'il ne devrait pas avoir d'idées, mais que ce qui devrait nous déterminer, c'est que nous soyons ensemble pour construire les routes et les écoles. Qui a dit ça? Ah, mais vous auriez dû entendre. Moi, j'ai entendu le chef de la majorité le dire plusieurs fois. Je lui ai même adressé la dernière fois une lettre ouverte pour lui dire, Monsieur le Président, quand c'est comme ça, on va droit dans le mur. Mais Patrice Talon, lui, il est en train de partir. Quand vous dites Patrice Talon est en train de partir, Patrice Talon part où? Vous venez de voir, curieusement, Patrice Talon, en fin de mandat, président qu'il est encore, se retrouve membre du comité stratégique d'un candidat à l'élection présidentielle. Si ce n'est pas le Bénin, on pourrait en rire, mais c'est le Bénin. Donc ça veut dire que c'est suffisamment grave ce qui se passe pour qu'on puisse en rire. Je ne dénie pas le droit à la majorité présidentielle, en fin de mandat, de s'organiser pour défendre son bilan et pour chercher la continuité. C'est son droit. Mais il est essentiel que les institutions de la République restent neutres et que la frontière entre l'État et l'activité partisane, l'activité politique, soit clairement perceptible par tous. Parce que c'est de cette distinction dont dépend la crédibilité du scrutin. Par ailleurs, dans notre République, le président de la République incarne l'unité nationale. Il est le dernier recours des Béninois. Et soit les Béninois lui ont confié un mandat de 10 ans pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts. La présence du président Patrice Talon dans ce comité, lui qui devrait nommer, maintenant se fait nommer par son ministre de l'économie et des finances, dans un cadre partisan privé, il se fait nommer. Alors, il représente les intérêts de qui dans ce comité? Les intérêts du peuple béninois? Les intérêts de son ministre, candidat, ou ses propres intérêts à lui-même? Et donc, quand vous voyez ça, vous voyez que Patrice Talon ne va nulle part. Il y avait à se rendre compte que la République n'est pas pour tous une conviction, pour certaines personnes c'est une étiquette, et assumer, faire le choix de la cohérence. Le choix de la cohérence, c'est opérer un retrait. Et dans ce retrait, les convictions qui étaient les miennes, déjà, quand je proposais le débat pour une candidature à l'interne, les convictions qui étaient les miennes, c'était que après les 10 ans du président Patrice Talon, il faut que nous puissions rééquilibrer les institutions, ouvrir le débat sur le pluralisme démocratique et donner un renouveau économique à notre pays. Bien sûr, ça ne dénie pas tous les progrès que nous avons pu enregistrer. Mais ces progrès ont laissé des traces indélébiles sur notre vivre ensemble, sur nos liens sociaux, sur notre cohésion nationale, sur l'unité nationale, sur le rassemblement. Et si on ne règle pas ces problèmes, le monde dans lequel nous sommes, la situation géopolitique, les crispations identitaires, le retour des fulgurantes de l'histoire dans lesquelles l'humanité est en train de se plonger ne nous rassure pas de notre capacité à faire face à ces défis. Et comme le parti ne voulait pas de ces débats, et comme la mouvance présidentielle dans son ensemble ne voulait pas de ces débats, mais j'ai senti et j'ai vu en Paul Rompin qu'il était disponible à porter cette incarnation, cette ambition. Voilà, le choix a été vite fait de le rejoindre, de nous mettre ensemble pour essayer de tracer ce chemin. Et pourquoi vous n'avez pas formellement démissionné du BR avant d'aller vers Paul Rompin? Mais dites-moi, monsieur Avancé, la démission est un acte formel qui a tout son sens lorsque vous êtes dans un cadre de dialogue. Pour quelqu'un qui a déposé un projet, pour quelqu'un qui a déposé un mémorandum et qui n'a eu aucune réponse, cette lettre de démission, vous voulez que je l'adresse à qui? Au secrétariat du parti? Pour moi, il n'y avait plus de structure évidente. Vous savez, vous restez dans le formalisme lorsque vous avez l'impression que les règles tiennent. Mais quand les règles ne tiennent pas, quand il n'y a personne pour discuter, quand il n'y a personne pour dialoguer, je vous ai dit, quand l'espace de liberté à l'intérieur d'un parti politique est réduit, il n'y a plus rien. Vous savez, les partis qui considèrent leur idéologie, ou bien les partis qui fondent leur cohésion en apparence
sur l'excommunication, sur l'exclusion, sur le silence et qui couvrent tout, ces partis n'appartiennent pas à leurs militants. Ces partis appartiennent à leurs maîtres. À la limite, ce sont des syndicats. Des syndicats qui ne défendent que les intérêts de leurs syndiqués. Les syndiqués, c'est ceux qui sont élus et c'est ceux qui sont nommés. Vous voyez? Donc, ils défendent les intérêts d'eux-mêmes et de leurs maîtres. À la limite, c'est comme un fonds de commerce servant sa clientèle. Donc, en fait, ce parti n'appartient pas aux militants. Ce parti n'appartient pas à ceux qui font l'effort, à ceux qui se battent, à ceux qui travaillent, à ceux qui nourrissent le parti d'idées. Ce parti appartient à un clan, à un ramassis de personnes. Le BR, le Péloronvois appartient à qui? À tout le monde, sauf aux militants. À Patrice Talon, comme beaucoup le disent? Je ne sais pas si c'est à Patrice Talon, mais je sais quand même que ce parti n'appartient pas aux militants. Qui a décidé du choix de Wadaï? Mais vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était après une concertation vespérale, nuitamment, avec le chef de l'État, que la décision a été prise à 4 heures du matin. On a lu sur les réseaux sociaux. C'est après que on a organisé des rencontres avec les bureaux politiques pour en informer le personnel. Le personnel politique, là, on peut les qualifier de personnel. Donc, voyez-vous, dans ces conditions, quand vous êtes militant, quand les partis politiques ne vous appartiennent pas, quand la cohésion se fonde sur le silence, sur la couverture, sur tous les débats, et quand le parti considère son idéologie comme du catéchisme, les partis dans lesquels on décide, le sommet décide et la base suit, ces partis sont morts. Ils ne savent pas encore, mais ces partis sont morts. Ces partis sont en sursis par rapport au 12 avril. Après le 12 avril, ces partis seraient morts, de leur plus belle mort. Et vous le constaterez. Nous sommes dans une période de sursis pour ces partis politiques. Les partis qui n'appartiennent pas aux militants, les partis qui n'appartiennent pas à ceux qui se battent, à ceux qui font des efforts, à ceux qui sont prêts pour... Non, mais à l'intérieur d'un parti politique, c'est un instrument démocratique de lutte et de conquête et d'exercice du pouvoir d'État. Et donc, c'est un instrument qui devait refléter la constitution de la société. Et dans notre société, nous avons une pluralité de visions, de clans, d'ethnies. Pourquoi nous sentons-nous besoin? Vous êtes Goum, peut-être de Porte-Novo. Je suis aussi Goum. Il y en a qui sont les Maris, qui sont les Fonds, les Aïzor, les Berba, ainsi de suite, les Ditamari. Quand il s'agit pour chacune de ces communautés de choisir le chef, ils ne votent pas. Chacun le fait sur la base de sa culture, de ses us, de ses coutumes. Ça, c'est le communautarisme. Mais lorsqu'on se met ensemble dans une république, pourquoi on parle de vote? On parle de vote parce que nous considérons que le Bénin ou la République est une entité collective qui préexiste à notre identité, c'est-à-dire qui nous dépasse. Et donc, nous mettons ensemble. Mais comment est-ce que dans un parti politique, on refuserait le débat? Comment est-ce que dans un parti politique, on refuserait que nous puissions dire ce que nous pensons du pays, ce que nous voulons pour le pays, ce que nous espérions pour le pays, que chacun mette ses idées, quitte à être en minorité, que vous mettiez vos idées, quitte à être en minorité. Mais au moins, vous auriez su que vous jugez de la considération qu'il faut, que votre parole compte. Vous savez, Primo Levi a dit que l'enfer, c'est là où il n'y a pas de pourquoi. Il est important que nos partis politiques ne deviennent pas des lieux d'absence de pourquoi. Moi, je n'ai pas vocation à vivre en enfer. Là où vous ne pourrez pas poser la question pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi comme ceci? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette orientation? Attendez, ce pourquoi nous battons, c'est notre pays, c'est notre nation, c'est ce qui nous appartient à nous tous. Ne nous battons pas pour une entreprise privée. Du moins, en m'engageant dans un parti politique, je n'ai pas choisi d'être un personnel, d'être un employé. J'ai choisi de m'asseoir autour de la table, de discuter, de faire peser mes idées, de faire mes humanités. Vous savez pourquoi la classe politique béninoise actuelle, du moins celle qui est aux affaires depuis 20 ans, vous savez pourquoi elle n'a rien apporté? Rien, absolument rien apporté à notre pays. À part la bataille pour le pouvoir et l'argent et le positionnement, elle n'a rien apporté. Les aînés, ceux qui nous ont précédés, ont pu donner à notre pays la conférence nationale. C'est une référence. Mais vous savez, ceux de suite, pourquoi ils n'ont rien? Parce que ils n'ont pas connu d'évolution intellectuelle. Ils font la politique sans leur tête et sans leur cœur. Ils ont beau être docteurs, ils ont beau être universitaires, mais ils déposent leur intellect, ils la déposent ailleurs. Comment peut-on faire la politique sans avoir des convictions intellectuelles? Comment peut-on penser
diriger un peuple, une nation, trouver des solutions sans avoir des convictions pour lesquelles on soit prêt à mourir s'il le faut. Qu'on soit prêt à défendre. Parce que, en fait, c'est toute la beauté de ce que nous faisons. Mais comment on y arrive? Je ne sais pas. Je me dis toujours comment vous y arrivez. Quand on se voit, je leur pose la question. Je dis, mais vous comment vous y arrivez, vous? Expliquez-moi. Comment on y arrive? C'est plus fort que moi. Parce que vous me posez la question, mais vous avez étonné. Mais j'aurais étonné. Dans quel sens? Et ce débat, vous ne le menez pas à l'interne du parti, de manière informelle? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi on ne proteste pas, pourquoi on ne réagit pas, tout au moins? Oui, ça m'arrive. Et un jour, j'ai posé cette question à un grand ami du parti. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est ceci. Il m'a dit, Fred, je te donne un exemple. Lorsque je finissais mon cycle et que je sortais ingénieur, le major de notre promotion et le dernier ont réussi à un concours. Ensemble, ils ont été recrutés. Mais au bout de quelques temps, c'est le dernier qu'on a pris pour contrôler le major de la promotion. Pourtant, même à la formation, le major est sorti major. Il dit, tu sais pourquoi? Je dis non. Il dit, parce que l'intelligence ne suffit pas. J'ai dit, qu'est-ce qui suffirait? Le cloisonnement, la réputation, la capacité à s'aplatir. Quand ces images vous viennent de la part de gouvernants et de dirigeants, vous savez que le pays est condamné. Vous savez que l'ascension sociale restera bloquée, s'il le faut, 100 ans. Vous savez que personne ne va gravir les échelons parce qu'elle est compétente, parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle se bat. Vous savez que le fondement, le choc sur lequel on bouge, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas le mérite, ce n'est pas l'engagement. Et ce que vous dites, ça a été votre lot de 2022. Vous avez adhéré au BR jusqu'en 2025 au divorciez. Bien sûr. Bien sûr, c'était ça. Et personne n'en parle. Mais ça se saurait si on en parlait. Ça ne gêne personne. Mais apparemment, il n'y a que moi et quelques-uns qui soyons gênés que les choses se passent ainsi. Apparemment, ça fait bien longtemps que les choses sont ainsi dans notre pays et que d'autres personnes aient réussi à s'adapter. Ah mais c'est ça la réalité de notre pays. Et alors vous avez trouvé grâce, ou du moins Paul Humpé a trouvé grâce à vos yeux. Apparemment, le terrain est plus favorable, il est plus démocrate. Ah oui, qu'est-ce qui vous a amené vers lui? Attendez, l'horizon indépassable de la politique, ce sont les idées. Les idées, c'est la seule chose qui nous reste lorsque nous ne pouvons pas nous affronter par les armes. Lorsque nous voulons construire une société de bien-être pour tout le monde, c'est les idées. Et donc, il vaut mieux s'assurer. Ceux qui prétendent nous gouverner, qui fréquentent-ils? Quelles sont leurs idées? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, de notre pays? Et quand j'ai discuté avec Paul Humpé, j'ai découvert que ce qu'il pense de notre pays n'est pas différent de ce que je pensais à la fin, pratiquement, des 10 années de gouvernance du président Patrice Talon. Il pense qu'il faut que nous arrivions à un équilibre républicain. Parce que ces 10 dernières années dans notre pays, la gouvernance a fragilisé les liens sociaux, a fragilisé la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous notons une certaine concentration de tous les pouvoirs institutionnels entre les mains d'un clan, pour ne pas dire entre les mains d'une seule personne. Nous avons aujourd'hui l'Assemblée nationale, 109 députés qui appartiennent à un seul courant de pensée. Et je ne sais pas sur quoi ce courant se base, mais c'est au moins qu'on peut dire que c'est le courant Patrice Talon. 109 députés, 77 maires. Sans oublier les autres institutions qui dépendent de l'exécutif et du législatif. La Cour constitutionnelle, la Sénat, la Cour suprême, dont les membres ont été à tour de rôle, année après année, désignés par le président de la République et sa majorité. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il n'y a aucun équilibre institutionnel. Mais comment peut-on penser à cela? Comment peut-on évoluer? Montesquieu nous dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et lorsque vous mettez le pouvoir absolu entre les mains de quelqu'un, la personne devient un monstre. C'est pas moi qui le dis, c'est le président Talon lui-même qui a dit, sans le savoir, en confiant des responsabilités à un de mes proches, j'en ai fait un monstre. Alors imaginez que tout un peuple de 14 millions s'aliène et confie tous les pouvoirs législatifs, judiciaires
exécutif. Dans un régime présidentiel fort comme le nôtre, où le président de la République est en fait la limite budgétaire donc du fonctionnement de toutes les institutions. Vous savez pourquoi en Afrique, on pense que les coups d'État peuvent amener des changements de régime. Le 7 décembre dernier, on a failli vivre quelque chose dans notre pays. Je touche du bois et je remercie notre armée qui est restée républicaine et engagée. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un des pays dans lesquels tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'exécutif. Et on pense que quand on prend l'exécutif, on paralyse le pays et on change automatiquement de régime. Et donc, vous imaginez, tous les autres pouvoirs sont pratiquement aujourd'hui à genoux devant le chef de l'exécutif. Et après avoir confié tous ces pouvoirs à un même courant, à un même clan, on confie maintenant ces pouvoirs. Regardez, l'ancien avocat du président de la République, ancien ministre de la Justice, est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Son ancien comptable, ministre des Finances, est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Le président lui-même dit, je vais m'asseoir au Sénat. 109 députés, 77 maires, toutes les institutions. Le président du Sénat a été ancien ministre de la sécurité du président. Le président de la Sénat, oui, okay. Pas du Sénat. Non, bien sûr, de la Sénat. Bien sûr. Et quand vous voyez ça, le professeur de l'éthique sociale, président de la Cour constitutionnelle, a conduit le dialogue de 2019. Et donc, quand vous voyez ça, vous dites, mais ça ne respecte plus aucune logique, aucune sensibilité, aucun cas. Donc notre pays a vraiment besoin d'équilibre républicain. Et notre pays a aussi besoin de pluralité démocratique. Oui, mais quand vous dites tout ça, quand vous peignez tout ça, Fred Kouenou, pour certains, eh bien, celui que vous avez rejoint, Paul Hongpè, c'est l'autre maillon de tout ce que vous avez décrit comme schéma. Mais, vous savez, il y a un certain courant dans l'opinion qui a intérêt à ce que le voit comme ça. Si Paul Hongpè n'avait pas existé, où en serions-nous aujourd'hui? C'est ça la question. Si le pouvoir de Patrice Talon s'est montré année après année hostile à une forme d'opposition, à une forme de critique, hostile, le mot est faible, c'est un euphémisme, mais on l'a constaté tous, et que cette opposition dite plus ou moins radicale a été systématiquement empêchée de participer à toutes les élections, c'est parce qu'au bout des comptes, il estimait que quand cette opposition gagnerait, il y aurait peut-être une chasse aux sorcières ou il y aurait une destruction de ce qu'il aurait accompli. Voilà pourquoi Paul Hongpè parle de continuité constructive. Nous voulons rééquilibrer le pays, ramener la pluralité démocratique. Patrice Talon a estimé qu'il fallait mettre en veilleuse l'équilibre républicain, il fallait mettre en veilleuse la pluralité démocratique pour lui permettre de gouverner 10 ans. D'accord. Les Béninois n'étaient pas d'accord, mais ils ont subi. Mais pourquoi subir 14 ans de plus? Oui, mais Paul Hongpè, son mode de fabrication a été lui-même truqué. Vous n'avez pas pensé ça? Vous ne croyez pas en ceux qui le disent? Pourquoi vous dites que son mode est truqué? Paul Hongpè a été un ancien ministre du président Boni. Il a été membre des FCBE et il reste membre des FCBE jusqu'à présent. Il est l'actuel premier responsable des FCBE. Pourquoi vous dites que son mode a été truqué? Il a pu avoir à l'intérieur d'un même parti des divergences sur la manière dont il fallait mener la lutte. C'était le parti qui était resté au pouvoir 10 ans avant Patrice Talon. Quand Patrice Talon est arrivé, c'était la débandade. Ils ont tenu. Et à l'intérieur, ils ne se sont pas entendus. D'autres pensaient qu'il fallait tenir radicalement, rester radical. Lui pensait qu'il fallait négocier. Peut-être qu'il fallait faire l'arme pour avoir le foin. Je ne sais pas. Mais il pensait qu'il fallait négocier. Il pensait qu'il fallait dialoguer. Il pensait qu'il fallait discuter pour exister. Est-ce qu'il ne le faisait pas déjà beaucoup plus par devoir? Parce que c'est comme ça qu'il a eu la grâce d'exister. Désister en quel sens? Être patron du FCBE qui ne lui appartenait pas par ailleurs. Oui, mais bien sûr, mais à l'époque, disons la vérité, le président Boni Yayi a été président de la République, soutenu par la FCBE, mais il n'était pas membre de la FCBE. Il n'avait aucune responsabilité à l'intérieur du parti. Donc, dit que le parti n'appartient pas à Paul Hongpè, c'est vrai, mais le parti appartenait aux militants. Mais c'est comme aujourd'hui. Mais à la fin des comptes, Patrice Talon n'est ni membre de l'UPR, ni membre du BR, officiellement en tout cas, mais tout le monde sait, et on le dit sans se cacher, qu'il est le patron des deux partis. Mais est-ce que vous savez qu'un parti politique ne devrait pas
appartenir à un seul individu. Théoriquement. Mais théoriquement, c'est vrai que c'est une réalité qui est constante dans notre vie politique nationale, malheureusement. Mais je crois que il peut arriver que dans un même camp, à cause des postures, des convictions de chacun, on ne s'entende pas sur quelle position adopter face à une hostilité. Pourquoi, selon vous, Fred Kouenou, pourquoi les Béninois ne croient pas en Paul Hongpè aujourd'hui? Oui, vous savez, nous sommes un peuple va-t-en-guerre. Nous sommes un peuple qui aime parfois le spectacle politique. Et Paul Hongpè, ces dernières années, n'a pas voulu donner dans le spectacle politique, dans les attaques ad hominem, dans les critiques à longueur de temps. Au finish, quand on voit le résultat, c'est peut-être lui qui a eu raison. C'est peut-être lui qui a fait preuve de sagesse et d'intelligence. Parce que tous ceux qui ont voulu affronter de manière frontale le pouvoir de Patrice Talon se sont retrouvés comme les démocrates, le parti qui s'est créé après la scission avec la FCBE, dans lequel il y avait l'ancien président de la République, président pendant 10 ans, plusieurs ministres, plusieurs anciens députés, n'a pas pu résister. À la dernière minute, vous imaginez, à la dernière minute, ce parti qui avait quand même le nombre de parrainages, 28, a été empêché d'aller aux élections. Comment ça s'est passé? Parce qu'un de leurs a refusé de parrainer. Qu'il a été approché, qu'il a été démarché pour le faire, c'est peut-être là le résultat, parce qu'après, on le voit positionné par la majorité présidentielle. Ça a été une honte pour moi. Ça, c'est une parenthèse. Je n'aurais pas... Non, c'était trop flagrant. Mais les LD n'ont pas résisté. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une force qui était décidée à les empêcher coûte que coûte. Même quand ils ont réussi à avoir le nombre... S'ils avaient protesté, s'ils avaient résisté, comme vous dites, peut-être qu'ils auraient gain de cause? Peut-être. Est-ce qu'ils ont tenté? Ils avaient les 28. Ils ont pris des dispositions. Pourtant, la dernière de ces dispositions était contenue pas un de leurs. Vous comprenez? Pas un de leurs. Pourquoi? Parce que on a vu les cadres du parti LD dans une position d'hostilité. Et le président Talon ne s'en est pas caché dans sa rencontre avec les jeunes. Non, même après ça, quand il sortait pour parler d'accord de gouvernance, pour parler de... inviter LD à aller vers les faucons des LD, coalitions. Certains faucons qui seraient hostiles à des échanges, à des discussions. Donc, il préférait de toute évidence une opposition qui lui soit plus facile, plus accessible, qui soit proche de lui. Une douce opposition. Une douce opposition. Mais soyons réalistes, tous les pouvoirs politiques à travers le monde recherchent cela. Oui, mais en même temps, pour éviter demain, toutes les dictatures ou tous les pouvoirs à tendance dictatoriale ont toujours aussi leur opposition. Bien sûr. Qui ressemble de si près bien sûr, au mode de fonctionnement d'existence de Paul Hongpè, pour ne pas dire du FCBE. Mais qu'est-ce qui facilite ces dictatures? Ce n'est jamais la force, le pouvoir du régime. Ce n'est jamais le comportement d'une opposition. C'est la passivité du peuple qui facilite ça. Et une fois de plus, on est à ce rendez-vous. On est à ce rendez-vous, Paul Hongpè, par la force des choses, est candidat. Paul Hongpè porte une vision qui est ce que nous souhaitons depuis, équilibrer la République, le pluralisme démocratique et refonder notre économie en partant sur de nouvelles bases. Voilà ce qu'il propose. Équilibre républicain, pluralisme démocratique, renouveau économique. Et donc, si les Béninois, malgré cela, continuent de dire on en veut plus à Paul Hongpè qu'on en veut à ceux qui ont gouverné le pays pendant 10 ans, ils vont donner définitivement le pouvoir dictatorial dont nous parlons, ils vont le donner à un seul clan. Et là, attention, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est plus que de la dictature. Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme, nous dit que le totalitarisme est la forme supérieure de la dictature. Elle n'est pas brutale, elle ne se manifeste pas par des répressions sanglantes, mais elle se manifeste par des lois votées à l'Assemblée, par des institutions qui sont affidées au pouvoir, par des personnalités qui défendent et qu'on met subrepticement, lentement, dans toutes les institutions et qui jurent fidélité et allégeance à un seul courant de pensée. Ça, c'est le totalitarisme. Fred Kouenou, vous faites le portrait du pouvoir de Patrice Talon. Et ce totalitarisme, je suis en train de vous dire, je ne fais pas le portrait, je suis en train de vous dire que le Bénin aujourd'hui, en 2026, après les 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon, ressemble étrangement à l'Allemagne de 1939-1940. L'Allemagne d'Hitler. Réforme infrastructurelle, réforme administrative. On est content de la gouvernance d'Hitler parce qu'il a fait beaucoup d'infrastructures, mais on ne se rend pas compte en ce moment
qu'on est à la veille d'une des plus graves menaces contre l'humanité parce que on a confié tous les pouvoirs à un seul individu qui se retrouve un matin plus fort que toutes les institutions du pays, qui se retrouve un matin et avec une force considérable et qui pense que tout lui est permis. Non seulement il a mis l'Allemagne en difficulté, mais il a mis l'humanité en difficulté. C'est la même chose aussi qu'avec l'Italie de Benito Mussolini, l'Italie fasciste. On se réveille un matin et on se rend compte que quelqu'un, un clan politique, un groupe politique, surfe sur des réalisations, surfe sur des réformes, tout le monde est enthousiasmé et on dit oui, il faut le laisser faire. Il faut s'aliéner et lui donner les pouvoirs. Lui saura nous conduire à bon port, c'est ce que nous souhaitons. Et on se rend compte que celui à qui on a confié les pouvoirs, en fait on a déifié un homme, on a confié à un homme les pouvoirs d'un divin. Et cet homme croit qu'il est Dieu et il a décidé de terminer une partie de l'humanité. Et donc, c'est étrangement la même chose. Et ça, Hannah Arendt nous dit que c'est l'origine du totalitarisme. Le régime totalitaire, c'est comme ça. C'est jamais avec le bruit. C'est jamais avec la violence extrême. C'est toujours pas les lois, c'est toujours pas des intellectuels, c'est toujours pas des hommes qu'on place à la tête de toutes les institutions. Et on se rend compte que les institutions, finalement, n'obéissent plus au peuple, n'obéissent plus aux principes, n'obéissent plus aux règles, mais obéissent à la volonté d'un seul homme.